Docteur Gaillet, vous êtes médecin dans le service médecine interne thérapeutique post-urgence gériatrie. Vous êtes aussi coordonnateur du centre de compétences CREAC pour les angioedèmes à Quinine, qui prend en charge à Marseille les enfants et les adultes. Nous sommes en amont de la 15e journée maladies rares. Et merci beaucoup, docteur Gaillet, d'être au rendez-vous pour nous parler de ce centre expert pour ces maladies rares. Oui, alors ce centre a été créé depuis 2009 à l'occasion du premier plan maladies rares. C'est un centre de compétences, donc c'est plutôt une antenne locale du centre de référence dont un des sites majeurs est Grenoble avec Paris. Donc essentiellement c'est une activité de consultation et effectivement depuis quelques années je suis avec le docteur Juriquier pour la pédiatrie. Merci. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, en quoi consistent ces maladies? Je sais qu'elles sont classifiées sur Orphanet dans les groupes des maladies systémiques et rhumatologiques et aussi dans le groupe des allergies rares. Alors, on est parti d'une maladie rare qui s'appelle les œdèmes angioneurotiques, qui ont été reclassifiés plus récemment comme angioedèmes bradykiniques. Alors, les angioedèmes sont des gonflements localisés cutanés ou des muqueuses. Donc, ça peut se trouver à n'importe quelle partie de l'organisme. Quand ça touche la face, on appelle ça souvent un œdème de Quincke. Ça peut être assez impressionnant, mais il y a aussi des atteintes au niveau viscéral, et ce qui se traduit non pas par des œdèmes visibles, mais plutôt par des douleurs abdominales. Sur Orphanet, c'est indiqué que ces angioedèmes, maladies rares, sont caractérisés par un excès de bradykinine. Et est-ce qu'il y a d'autres types d'angioedèmes qui ne seraient pas des maladies rares, qui ne sont pas caractérisés par ce défaut de signalisation? Effectivement. Alors, actuellement, les angioedèmes se différencient en deux grands groupes en fonction de la molécule qui est à l'origine de ce gonflement. Donc, il y a les angioedèmes bradykiniques, dans lesquels on trouve donc des maladies rares héréditaires, et c'est pour ça qu'on a créé ces centres de référence et de compétences, qui sont donc les œdèmes angioneurotiques plutôt familiaux, mais aussi tout ce qui sont les angioedèmes qui sont suite à la libération d'histamine. Donc, dans les angioedèmes histaminiques, on retrouve par exemple des maladies moins rares, comme par exemple les problèmes d'allergie, donc ce qu'on appelle maintenant les anaphylaxies, et aussi une forme très particulière de l'urticaire chronique, qui sont des angioedèmes répétés et qui constituent actuellement aussi, qui touchent beaucoup de patients. Donc, c'est vrai que nos centres qui sont, pour finir, définis par un syndrome, un angioedème, prend en charge in fine des patients qui ont vraiment une maladie rare avec des angioedèmes bradykiniques, ce pourquoi les centres étaient faits avant, au démarrage, et maintenant prend aussi en charge des patients qui présentent des angioedèmes histaminiques, essentiellement des urticaires chroniques, et cela, ça peut être aussi pris en charge conjointement, par exemple, avec le service de dermatologie de l'hôpital qui a une activité aussi spécialisée dans les urticaires chroniques. Enfin, il peut y avoir aussi des angioedèmes liés à des médicaments qui sont des éléments aussi très rares, mais qu'on prend en charge aussi puisque certains médicaments ont la propriété de libérer de la bradykinine. Et en dernier lieu, je dirais le plus rare du plus rare, ce sont ce qu'on appelle les angioedèmes bradykiniques acquis, qui sont des maladies non pas héréditaires, mais acquis en cours de vie, qui touchent plutôt des sujets un peu plus âgés, et cela en relation souvent avec des maladies de type cancéreuse. D'accord. Et dans tous ces types de maladies, de cas de figure, il y a chronicité. C'est une maladie chronique. Alors oui, effectivement. La maladie héréditaire est par définition chronique puisque c'est une maladie génétique. L'urticaire chronique aussi peut être une maladie qui touche les enfants ou les adultes un petit peu sur de longues périodes. Mais effectivement, donc, ça peut être une maladie chronique. En revanche, les accidents médicamenteux, normalement, ne sont pas chroniques, puisqu'une fois qu'on a identifié l'agent médicamenteux, celui-ci est arrêté. Donc, c'est plutôt un diagnostic, on va dire, ponctuel. Et enfin, pour les angioedèmes acquis, donc liés plutôt à des pathologies de type néoplasique, ça devient aussi des maladies souvent chroniques, puisque c'est en lien avec la maladie sous-jacente. D'accord. Merci beaucoup de ces explications. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous y prenez pour la démarche diagnostique, pour diagnostiquer le patient de façon sûre? Alors, on parle de la clinique, puisque de toute façon, on a une consultation référencée comme étant angioedème, donc souvent les patients se présentent, demandent une consultation sur ce thème-là,
Et après, c'est une consultation, on va dire, standard, où vous posez essentiellement sur l'interrogatoire du patient, éventuellement l'interrogatoire de la famille, pour essayer de faire la part des choses. Alors, ça peut être quelque chose d'assez rapide, les patients arrivent déjà plus ou moins avec un diagnostic suspecté par le médecin généraliste ou par un autre confrère. Des fois, c'est un peu plus sophistiqué et ça prend des fois plusieurs consultations pour faire la part des choses. Il faut savoir qu'il n'y a pas de marqueur biologique pour différencier un angioedème bradykinine d'un angioedème histaminique. Il n'y a pas de moyen simple. Il n'y a pas la clinique est strictement similaire, donc les photos ne permettent pas de différencier un œdème de l'autre. C'est plutôt le contexte, les antécédents familiaux, etc. Donc, ça peut être des fois un peu compliqué de faire la part des choses. Quand on a une suspicion d'angioedème bradykinique héréditaire, à ce moment-là, on peut faire des recherches spécifiques, des dosages sanguins spécifiques à la recherche de certaines anomalies, voire des tests génétiques, puisqu'on commence à identifier quelques gènes et des anomalies génétiques responsables des formes héréditaires. Il faut savoir que certaines formes héréditaires n'ont pas encore de substratum génétique connu, référencé, ce qui peut aussi encore poser quelques problèmes pour identifier certains patients. D'accord, merci beaucoup. Et une fois que le diagnostic est établi, quel est le parcours de soins pour le patient? Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont favoriser un pronostic favorable, une meilleure qualité de vie? Et est-ce que, par exemple, quelquefois, il y a une question de délai entre les symptômes et puis la consultation et la prise en charge? Oui, alors pendant très longtemps, et c'est encore le cas actuellement, dans les angioedèmes bradykiniques héréditaires, on peut avoir un retard diagnostique entre les premiers symptômes et le diagnostic qui peut se monter à plusieurs années. En effet, ces maladies, des fois, arrivent de façon, ce qu'on appelle de novo, c'est-à-dire que la mutation apparaît chez un enfant alors qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'hérédité dans la famille. Ça peut se voir. Ou alors, il y a des formes très frustes de maladies dont les parents ne sont pas aperçus qu'ils étaient porteurs. Ils transmettent la mutation en cause chez leurs enfants. Et il peut y avoir un délai diagnostique, surtout quand il y a des formes abdominales. Donc, les crises d'œdèmes abdominaux se traduisant que par de la douleur, ça peut faire errer aussi pendant longtemps parce que les enfants, notamment en bas âge, qui ne s'expriment pas ou mal, ont du mal à apprécier ce qui leur arrive. Les douleurs abdominales chez l'enfant, de toute façon, c'est une banalité. En pédiatrie, pour un oui ou pour un non, les enfants ont mal au ventre, donc ça peut porter confusion. On a pu aussi opérer des enfants pour des appendicites, etc., alors que c'était des crises d'angioedème. Donc, il peut encore avoir des retards diagnostiques dans des familles où l'enfant est le premier cas malade, le premier cas index. Après, actuellement, on peut aussi avoir des retards diagnostiques parce qu'il y a des personnes qui sont un peu éloignées des soins. Notamment, on a beaucoup de patients à Marseille d'origine étrangère, venant par exemple d'Afrique du Nord, où il y a aussi, dans cette population-là, certaines caractéristiques génétiques qui font des formes assez frustres. Et on peut voir à un âge à plus de 30 ans des personnes qui viennent consulter pour un angioedème, surtout des femmes, parce qu'il y a des formes qui sont influencées par les hormones et notamment la grossesse. Donc, il peut y avoir des retards diagnostiques, effectivement, à l'heure actuelle encore. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avant le diagnostic, les patients ont souffert de ne pas être pris en charge. Et une fois que le diagnostic est fait, la prise en charge va aider à une meilleure qualité de vie du patient. Ah oui, tout à fait. Alors actuellement, les angioedèmes bradykiniques héréditaires, c'est une maladie rare, mais on ne peut plus vraiment dire que c'est une maladie orpheline parce que depuis une dizaine d'années, beaucoup de médicaments ont été développés, des protocoles de soins ont été précisés. Donc actuellement, le but du traitement, c'est d'éviter la principale complication qui est l'asphyxie sur les œdèmes de Quincke. Donc, c'est ça la priorité numéro 1 des traitements. Mais la deuxième priorité, on va dire, c'est de traiter la douleur pour les crises viscérales qui sont très invalidantes. Il y a des personnes qui ont dû changer de vie parce qu'ils avaient trop mal. Et maintenant, on arrive au troisième point qui est l'amélioration de la qualité de vie parce qu'avec les nouveaux médicaments, on peut effectivement essayer d'avoir des traitements à la carte et d'adapter des traitements pour prévenir les crises. On a chez la plupart des personnes. C'est des traitements assez efficaces. On a une panoplie de médicaments
qui ont des actions différentes. Et donc, on devrait arriver maintenant quasiment à traiter tout le monde pour maintenant même améliorer la qualité de vie. D'accord. Merci beaucoup. Donc, les perspectives thérapeutiques, elles sont à très court terme finalement. Au niveau thérapeutique, effectivement, actuellement, ce sont des maladies qui sont prises en charge de façon efficace avec beaucoup de médicaments. Pour faire un bref historique, dans les années 70, il n'y avait qu'un médicament officiel pour traiter en prévention les crises d'angioedème, c'était le Danatrol. Dans les années 80, on a eu le premier traitement, on va dire, curatif des crises qui était à base de SIN inhibiteur, qui a protéine déficiente et qu'on extrait du plasma de donneurs de sang. Et depuis maintenant 2009 en France, nous avons eu l'apparition par exemple du Firazyr, qui est un traitement chimique qui permet de traiter aussi les crises de façon très efficace et de façon très simple puisque c'est une injection sous-cutanée. Grâce à des travaux français, on a pu montrer que chez la femme, certains types de pilules avaient aussi un effet protecteur. Et depuis quelques mois, sont disponibles maintenant de nouveaux traitements sous forme orale ou sous forme injectable pour prévenir les crises. Et dans les prochaines semaines, vont être encore développés d'autres médicaments, à la fois pour prévenir les crises ou pour les traiter. Voilà, donc la recherche est très active et je pense dans les 5 ans qui viennent, on devrait avoir une dizaine de médicaments pour cette maladie très rare. Oui, c'est des belles perspectives. Ouais. Et vous avez, on continue sur le parcours de soins. Pour ces maladies, donc il y a quelquefois des cas d'urgence, des personnes qui se retrouvent en crise. Et vous avez fait des actions au niveau de votre centre pour favoriser la prise en charge rapide via les urgences et favoriser aussi la post-urgence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces actions ? Oui, alors déjà, ce qui est fait pour faciliter la prise en charge en cas d'urgence, c'est que les patients qui sont répertoriés comme ayant cette maladie rare ont une carte malade labellisée où il y a des numéros d'urgence dessus et des consignes de traitement pour que le médecin urgentiste ou autre puisse savoir ce qu'il faut faire. De plus, les patients doivent avoir avec eux leur traitement d'urgence. Donc, certains savent même l'administrer. Donc, c'est déjà on va dire un premier gage de sécurité. Après, sur le plan local, effectivement, j'ai fait quelques séances d'information auprès de mes collègues urgentistes qui, quand ils ont un cas d'angioedème, notamment ceux qui touchent la face avec un risque potentiellement de gravité, puissent me contacter pour qu'on puisse décider rapidement s'il y a un doute quant à une forme, on va dire, non diagnostiquée de maladie rare, héréditaire, ou s'il s'agit plutôt d'un problème médicamenteux, voire éventuellement d'une urticaire chronique, qui reste quand même la maladie la plus fréquente et qui n'est pas héréditaire. Donc, en fonction de ça, il peut être déclenché une consultation assez rapidement. Et de fait, à la consultation, sur les créneaux, il y a toujours une plage horaire réservée pour les patients qui arrivent par les urgences pour avoir comme un système de coupe-fil. Parce qu'il est vrai que même si la maladie est rare, l'activité du centre est quand même assez dense et il peut y avoir un certain délai d'attente pour les patients. Donc, les secrétaires ont pour consigne que quand un patient appelle pour un problème d'angioedème orienté par les urgences, ils aient un rendez-vous un peu plus rapidement que ceux qui on va dire, qui sont répertoriés et qui viennent pour une consultation de suivi. D'accord. Merci beaucoup de toutes ces informations. Et enfin, donc, votre centre de compétences, fait partie d'un réseau. Vous avez dit que vous êtes en lien avec le centre de référence de Grenoble. Vous faites aussi partie du réseau de la filière nationale Marie. Et vous êtes en lien avec l'association des malades souffrant d'angioedème. Est-ce qu'il y a une ou des mises en œuvre avec ce réseau dont vous souhaiteriez nous parler ? Alors, la première chose qu'on essaye de faire actuellement, c'est éventuellement de développer ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, puisque Marseille est en retard sur ce domaine-là, du fait que ça prend du temps. Donc actuellement, j'essaie de trouver des collaborateurs, des collaboratrices pour mettre en place de l'éducation thérapeutique. Les formations sont assurées notamment par la filière Marie, en lien avec le centre de référence, le CREAC. L'association des malades est aussi partie prenante.
pour monter ce type de projet. Donc, il est clair que l'épidémie Covid a un peu tout ralenti. J'espère que ça va repartir. Et si les séances en présentiel à Marseille ne peuvent pas être faites parce qu'on a des difficultés à monter une équipe thérapeutique complètement, il sera proposé des séances par visioconférence en distanciel avec d'autres centres et d'autres sur la France entière. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres informations, docteur Gaillet, que vous souhaitiez nous dire aujourd'hui? Non, je pense que c'est une maladie effectivement très rare qui peut être très grave puisqu'on on constate encore des gens qui meurent d'asphyxie sur ces angioedèmes. Mais actuellement, avec tous les progrès pharmacologiques, c'est une maladie qui n'est pas du tout orpheline de traitement. Donc, vraiment, actuellement, on s'axe de plus en plus sur la qualité de vie des patients. On n'est plus là juste à leur sauver la vie, hein, on va bien plus loin pour qu'il y ait le moins de handicap possible du fait de ces expressions de cette maladie-là. Merci beaucoup. Puis le TP leur permettra encore plus de comprendre leur maladie, d'apprendre à vivre avec, en fait. Tout à fait. Et puis nous, ça nous permet en retour de connaître un peu mieux les attentes. Et encore une fois, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Oui, merci beaucoup. Eh bien, on vous souhaite une très bonne continuation à vous, votre équipe, vos patients. Et merci encore. Merci.